Radio HDR 99.1. Invité spécial sur le mix des cultures. Entretien exclusif avec Nicolas Mayer-Rossignol. Bonjour Monsieur le maire, aujourd'hui on vous reçoit pour aborder le sujet des quartiers populaires, en l'occurrence les QPV de Rouen. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous vous présentiez en une phrase ou en quelques mots afin qu'on puisse un peu aborder votre passé et le présent. Bonjour d'abord, moi je suis ravi d'être sur la radio HDR, donc je suis Nicolas Mayer-Rossignol, j'ai 48 ans, j'ai 2 enfants, 2 filles qui ont 16 et 19. Alors moi j'ai fait des études scientifiques, dans le domaine plutôt sciences de la vie, biotechnologie, nutrition, voilà, j'ai bossé dans le privé, dans le public, en France et à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, en Californie. Et j'ai été président de la région Haute-Normandie, à l'époque il y avait 2 Normandies, Haute et Basse. Et puis plus récemment, donc depuis 2020, je suis maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie. Et comment vous est venue l'envie de vous engager, vous qui n'êtes pas tout à fait normand? En fait, on peut s'engager sans être normand. Hein. Il y a plein Non, de gens mais qui je veux sont dire engagés que... qui ne sont pas normands. Dans la ville de Rouen, du moins. Ah oui, en fait, moi je suis revenu à Rouen en 2008. Ma seconde fille est née au CHU à Rouen. Et en fait, après, comment vous dire ça ? Moi j'ai toujours été intéressé par l'action publique, par l'engagement public. Simplement, j'avais pas du tout fait d'études politiques, etc. C'était pas mon engagement premier. Et puis en fait, dans mes études, j'ai été marqué par différents mouvements sociaux dans les années 90-2000. Voilà, j'étais militant dans une association qui s'appelle ATTAC, qui milite toujours pour la taxation des transactions financières. Voilà, et donc c'est comme ça que m'est venu l'engagement. C'est vrai qu'on peut dire aussi que vous avez passé une petite partie de votre enfance au Mali. Ouais, mes 4 premières années. En fait, ma mère était ce qu'on appelait en coopération, donc elle était prof en fait à Bamako. Et alors elle est retournée en France pour accoucher, parce que c'est pour tout vous dire, c'était une césarienne et le médecin lui avait recommandé plutôt de rentrer en France à l'époque, c'était en 77. Et ensuite elle est revenue à Bamako et donc j'ai passé mes 4 premières années, ouais c'est ça, à Bamako. Nous allons commencer par aborder la première thématique qui concerne les écoles. Pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir les cours de récré pendant les vacances ? Parce qu'il y a plein de gamins et de familles qui partent pas en vacances. Partout d'ailleurs, pas uniquement dans les QPV, comme on dit, dans les quartiers politiques de la ville. Et en fait, c'est bête parce que dans les cours d'école, vous avez des jeux, vous avez des accessoires, vous avez des cages de foot, des paniers de basket. Maintenant, en plus, on les a beaucoup renaturés, donc il y a aussi des plantes, des fleurs, c'est joli. Et donc on se disait, c'est dommage. Alors au début, on nous disait, oh là là, mais elles vont être saccagées, elles vont être vandalisées, etc. Et en fait, pas du tout. Alors il peut y avoir quelques petits problèmes, mais franchement, c'est très mineur par rapport au nombre de cours. Et ça permet à des familles, tout simplement, d'utiliser ces jeux et ces cours, et c'est vraiment très apprécié. Pour vous, comment on peut améliorer la mixité sociale dans les QPV ? Je m'explique, les QPV sont majoritairement issus de personnes issues de l'immigration, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse. Quand je vois, entre guillemets, l'environnement de leur école, c'est aussi de me dire pourquoi pas essayer de ramener d'autres familles, d'autre part, qui pourraient justement améliorer cet environnement comme moi j'ai pu connaître pendant mon enfance. Oui, la mixité, c'est vraiment un des enjeux les plus importants en France, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui, les outils pour favoriser la mixité, à mon avis, ne sont pas suffisants. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire ? C'est pas très simple. Il y a l'école, déjà. Vous venez de le dire un peu dans votre question. C'est vraiment un point très important. Et il faut trouver des outils qui permettent de faire en sorte que les enfants de différentes catégories sociales, comme on peut dire, se mélangent. Aujourd'hui, ces outils ne sont pas suffisamment forts. Par exemple, les écoles privées ne sont pas concernées. Je juge personne, mais il y a des parents qui décident de mettre leurs enfants dans certaines écoles pour en fait éviter la mixité. Ça c'est pas normal. Toutes les écoles devraient être concernées par les règles et les lois en matière de mixité. Après vous avez le logement. Alors ça c'est probablement le sujet le plus fort, mais c'est aussi le plus lourd et le plus difficile à changer parce qu'on ne change pas un immeuble comme ça prend du temps. Vous voyez par exemple, si je prends un exemple concret, on a commencé le chantier pour démolir l'immeuble Rousseau, qui est du côté du Châtelet, ça fait des années qu'on attendait sa destruction, en plus il y avait des squats, donc vous voyez c'est très long. Et quand on change le logement, si vous mettez d'autres typologie de logement, c'est-à-dire par exemple, vous voyez ce qu'on a fait à la Grand-Mare, vous voyez qu'à la Grand-Mare, il y a des immeubles, mais il y a aussi des petits pavillons. Et du coup, dans les Hauts-de-Rouen, dans les 4 quartiers des Hauts-de-Rouen, c'est-à-dire Sapin, Châtelet, Lombardie, Grand-Mare, sur la Grand-Mare, il y a plutôt un peu plus de mixité, parce que vous avez des personnes qui vont être dans les immeubles, mais vous avez aussi des personnes qui vont être dans les pavillons. Donc le logement, c'est très important. 3e point, les équipements. Je vous donne un exemple concret. On a le projet de la piscine sur les Hauts-de-Rouen. Alors ça y est, là maintenant c'est lancé, le concours d'architecte a été attribué, on sait où ça va être mis, du côté de la Lombardie, donc au cœur en fait des Hauts-de-Rouen. Bien sûr que c'est pas une baguette magique, mais ça va faire venir des gens à la piscine, en plus ça va être une jolie piscine, qui habitent pas forcément le quartier. Oui. Alors, vous avez aussi des équipements de formation, le CFA par exemple, ou l'école des Beaux-Arts. À chaque fois, c'est pas suffisant. Si je prends un équipement, ça suffit pas. Si je prends, vous voyez ce que je veux dire, mais pris bout à bout, tous ces éléments,
ils permettent d'améliorer la mixité. Après, aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout satisfait, mais c'est un problème français. Et les deux gros problèmes, c'est logement et école. Mais dans les deux cas, vous avez soit des parents, soit des communes, pour le logement, qui choisissent en réalité d'éviter la mixité. Donc il faut des règles plus strictes, plus fortes. Comment aussi mieux s'occuper des agents périscolaires? Je m'explique, en ce moment, il y a pas mal de grèves au sein des animateurs, des personnes périscolaires. Comment mieux les rémunérer, mieux les accompagner peut-être pour qu'ils obtiennent plus de compétences, mieux valoriser leur travail au quotidien? C'est pareil, c'est un problème national. Beaucoup de communes ont cette difficulté, et des difficultés à recruter, ça c'est l'attractivité, et à fidéliser. C'est-à-dire que quand ils sont recrutés, parfois les animateurs périscolaires, ils partent au bout d'un certain temps s'ils trouvent un autre job, quoi. Donc il y a deux problèmes en fait, il y a l'attractivité et la fidélisation. Alors comment on peut faire? Le premier sujet, en fait vous l'avez dit dans votre question, c'est les salaires. Donc nous on a décidé d'augmenter les salaires. Bon, évidemment, on n'a pas non plus un budget illimité, mais ça a quand même augmenté spécifiquement. On l'a fait pour deux domaines en particulier, petite enfance périscolaire et pour la police municipale. C'est des domaines, on appelle ça des métiers en tension, c'est-à-dire on a du mal à recruter. Ensuite, sur la fidélisation, je pense que le levier sur lequel on peut avancer, ou pour l'instant je trouve qu'on peut faire mieux, c'est la résorption de la précarité. C'est-à-dire que souvent c'est des contrats quasi à l'heure ou à la journée ou au mois. Et évidemment, c'est pas très bon parce que si vous avez un contrat comme ça, par exemple pour louer un logement, le propriétaire il va vous dire oui mais votre contrat il est un peu précaire, etc., etc. Donc c'est diminuer la précarité. Par exemple pour des animateurs, parce qu'il y en a qui sont là depuis longtemps, faire des recrutements pour donner des CDI ou des contrats pérennes. On l'a fait récemment là pour une quinzaine déjà, là il y a quelques semaines, quelques mois. Pour avoir un peu regardé comment se passe le recrutement en Romand, alors c'est pas une critique comme vous le dites, c'est souvent au niveau national que le problème persiste, mais quand on recrute un animateur, par exemple pour la période de septembre à juillet, que l'animateur en question reçoit son salaire fin octobre, par exemple, quand il est recruté pour tous les midis, c'est un peu compliqué parce que justement, question de tenir debout. En général, en plus, la plupart du temps, ce sont des jeunes, donc pas forcément de gros revenus ou d'accompagnement familial. Donc on peut essayer de voir comment améliorer tout ça. Non mais vous avez parfaitement raison. Alors bon, on arrive quand même à donner les salaires plus tôt, mais je vous dis tout ce qui permet de donner de la visibilité et de la durée, parce que je vous ai dit les contrats à l'heure ou à la semaine ou au mois, ça existe vraiment, pas que à Rouen, c'est pas ça, mais c'est quand même très précaire. Le nouveau projet de la nouvelle école qui sera construite à la place de la banane, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez voulu lancer ce projet-là, quand et comment il sera livré, et pourquoi avoir voulu, le temps que la nouvelle école soit construite, transférer les enfants dans le centre Salomon, enfin, ancien Salomon? Alors, il y avait plusieurs sujets. D'abord, il y a un sujet logement, c'est-à-dire qu'il y a une rénovation urbaine sur l'immeuble de la Banane qui était très vieux. Et c'est un peu un crève-cœur quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une histoire avec le bâtiment de la Banane. Je le dis, c'est pas exactement votre question, mais je préfère quand même en parler. On a fait d'ailleurs une expo là-dessus. Beaucoup de gens ont des souvenirs sur l'immeuble de la Banane, qui sont des souvenirs liés à l'histoire du quartier et de la ville de Rouen, et qui sont importants. Donc on a essayé de garder cette mémoire. Après, on avait un deuxième sujet, c'est le sujet des écoles existantes sur les Hauts-de-Rouen. Alors je dis bien les écoles, parce qu'en fait on a plusieurs projets. On a la construction d'une nouvelle école, mais on a aussi la rénovation de l'école Marot, comme vous le savez, parce qu'en fait, on a des écoles, non pas qui sont vétustes, mais qui sont un peu vieilles, et qu'il fallait vraiment... Alors au début, le premier projet, qui était dans la mandature précédente, ne prévoyait pas de construction d'une nouvelle école. Et puis finalement, en début du mandat, on est allé voir avec les élus, puis on s'est dit, vaudrait mieux en reconstruire une nouvelle. Je vais vous dire pourquoi, parce que sinon, on risquait de densifier énormément, alors qu'on venait de voir avec la période Covid, la pandémie, qu'on avait besoin d'espaces extérieurs importants. Et le site de la Banane permettait de faire ça. Alors c'est pas si simple parce qu'il y a une pente évidemment, parce qu'il y a un dénivelé au niveau de la Banane, puisqu'on est en bord des Hauts-de-Rouen, mais ça permettait quand même de gagner de l'espace. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir une nouvelle école, donc c'est aussi un élément d'attractivité pour le quartier, et on a aussi la rénovation de Marot. Après, sur ce que vous disiez, il y a forcément une période de transition. En fait, le problème, c'est que quand vous rénovez une école ou quand vous construisez une nouvelle école, pendant ce temps, les enfants, il faut bien qu'ils aillent à l'école, et du coup, il faut bien trouver des lieux, et on n'a pas une école vide qui attend et qui peut être utilisée comme ça, donc on utilise Salomon en partie pour ça. Mais du coup, l'école pour vous, sachant qu'on sait très bien qu'en général, les livraisons prévues sont un peu retardées parce que les autorisations de construire ne sont pas là, les équipes peuvent prendre du retard. J'ai vu que normalement, ça devrait être livré en 2028. Oui, c'est ça. Alors franchement, on est bien dans le timing, et de toute façon, vous savez, c'est pareil si vous allez rive gauche ou rive droite. Par exemple, rive gauche, on a la construction d'une nouvelle école dans le nouveau quartier Flaubert. Rive droite, sur les quartiers ouest, on a un problème parce qu'il y a plus d'habitants maintenant et les écoles commencent à être saturées. Donc on a pareil une réflexion pour ouvrir des classes supplémentaires. À chaque fois quand vous construisez quelque chose ou quand vous rénovez une école, vous êtes obligé soit d'utiliser des algécos, soit d'utiliser une salle autre à côté. C'est malheureusement, je sais bien que c'est pas très satisfaisant, mais on peut pas faire autrement parce que on n'a pas une école encore une fois vide qui attend juste
Et pour terminer sur le sujet de l'école, avant de passer à notre thème, quelle est pour vous la meilleure chose que vous avez fait pendant votre mandat ? Sur les écoles, Mm. il y a plusieurs choses. Déjà sur les Hauts-de-Rouen, finalement, si on regarde, une nouvelle école, une rénovation d'une école, plus tout ce qu'on a fait aussi sur la partie énergétique, etc., puisqu'on a installé des panneaux photovoltaïques, on a fait pas mal de choses, plus les cours d'école qu'on a renaturés, plus leur ouverture pendant les vacances, plus la dénomination pour certaines écoles, je pense par exemple à Joséphine Baker de nom féminin, parce qu'il y a aussi les questions d'égalité femmes-hommes. En fait, on a fait énormément pour les écoles. Alors, il y a toujours des travaux à faire, parce que les écoles, il y a beaucoup de bâtiments, donc il y a beaucoup de chantiers, mais globalement, on peut dire que, notamment sur les Hauts-de-Rouen, on a fait pas mal, puisque c'est le quartier dans toute la ville où on a investi le plus sur les écoles finalement. Eh ben, nous allons passer au logement et à l'urbanisme. Au début de votre mandat, vous êtes engagé à livrer 4200 logements. C'est le plan local de l'habitat, c'est sur l'ensemble de l'agglomération, c'est pas sur la ville. Sur les 4000, justement 200, pardon, combien ont été livrés à ce jour ? Alors là, vous me posez une colle, je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Plutôt un petit peu moins. Alors les 4200, c'est sur tout le mandat. Donc le mandat, il n'est pas terminé, il reste encore un an, quelque chose comme ça. Le PLH, donc c'est le plan local de l'habitat, c'est le document, si vous voulez, qui définit les priorités sur le logement, pas juste sur la ville de Rouen, mais sur les 71 communes de l'agglomération de la métropole Rouen-Normandie. Et en fait, on a bien avancé sur plusieurs projets de logement. Alors vous les voyez, c'est les Canadiens, c'est les Contre-Moulins. Alors, sur les QPV, vous n'avez pas que les Hauts-de-Rouen, hein. Vous avez bien sûr, vous avez Gramont. Il y a aussi des nouveaux quartiers QPV maintenant du côté de Saint-Sever, boulevard d'Orléans, etc. Vous avez vu ce que je disais sur Rousseau, sur la banane. On a aussi un gros projet rive gauche, côté Saint-Julien, les Pépinières, qui étaient les immeubles verts et acier. Maintenant, ça y est, ils ont été vendus et maintenant, ça y est. La déconstruction, c'est-à-dire le désamiantage et enlever ces vieux immeubles qui étaient dangereux, comme vous savez, hein, puisqu'on a eu des drames, notamment aussi sur les Hauts-de-Rouen. Ça doit être fait là cette année, donc ça, c'est bien. Donc, ça fait beaucoup en réalité. Maintenant, le chiffre exact, honnêtement, je ne l'ai pas, mais on en a mis plusieurs milliers. Et de fait, on gagne beaucoup d'habitants. Ça, c'est clair. Depuis 2016-2017, la ville de Rouen est une des 6 villes de France qui gagne en proportion le plus d'habitants. Concernant les logements, alors je sais que c'est pas votre charge directe, mais j'ai pas mal d'habitants des Hauts-de-Rouen qui se plaignent des bailleurs. Ils se plaignent un peu de l'environnement qu'ils vivent avec leurs bailleurs, le fait que eux payent leur loyer à jour, qu'ils sont toujours des bons locataires et que les bailleurs ne font pas ce qu'il faut concernant la vistité des immeubles, l'entretien pour les locataires, et les gens commencent à sérieusement en avoir marre, si je peux parler ainsi. Comment mieux inciter les bailleurs à mieux s'occuper des locataires, et peut-être aussi pour recréer aussi de la mixité, justement, en fait, essayer d'équilibrer entre logements sociaux et logement pour des salariés, par exemple. Alors, il y a deux questions dans votre question. Sur la vétusté, la salubrité, etc., je suis d'accord, c'est qu'on a un vrai sujet avec certains bailleurs qui font pas le boulot. Alors, il faut distinguer, pour ce qui me concerne, Rouen Habitat et les autres bailleurs. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que Rouen Habitat, moi j'en suis le président, comme maire, et donc ça concerne directement la mairie. Donc pour ceux qui sont locataires de Rouen Habitat, bien sûr, ils peuvent directement nous en parler, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, hein, et c'est très bien. Alors on peut avoir des problèmes de vétusté ou de propreté. Après, il faut aussi que les locataires eux-mêmes, parce que ça arrive, soient civiques et fassent pas de bêtises sur la propreté. Mais pour Rouen Habitat, j'allais dire, c'est le moins difficile dans le sens où c'est directement lié à la mairie. Après, par contre, vous avez d'autres bailleurs qui sont présents et assez nombreux, en fait, en nombre de logements, je veux dire, sur les Hauts-de-Rouen, par exemple les grandes tours du côté de la Grand-Mare. Et là, nous, ce qu'on fait, alors je l'ai déjà dit publiquement, moi je le redis, et c'est vraiment un appel très simple. Si vous êtes locataire et que vous voyez que votre bailleur il fait pas le boulot parce que l'ascenseur il est pas réparé, parce que les lumières dans la cage d'escalier elles sont pas réparées, parce que le chauffage il marche pas, parce que exactement, eh ben il faut contacter directement les élus. Et nous, le bailleur il dépend pas de nous, hein. Si c'est pas Rouen Habitat il dépend pas de nous. Si c'est Rouen Habitat c'est nous, donc voilà. Mais si c'est pas Rouen Habitat il dépend pas de nous. Mais par contre on l'interpelle directement et on a des moyens de pression parce que évidemment les bailleurs ils ont besoin indirectement de la mairie. Et vous avez dit on donne pas les noms, etc. Non, on va pas donner les noms maintenant, mais si les problèmes persistent, moi j'hésite pas à donner les noms publiquement. Hein. Et il faut être très strict. Je veux dire, c'est pas normal quand un ascenseur par exemple est pas réparé ou le chauffage est pas là alors qu'il fait froid. Hein. Donc voilà, il faut être très direct. Et on a plusieurs élus. Alors il y a moi comme maire, vous pouvez me contacter facilement via les réseaux sociaux par exemple, mais les autres élus qui travaillent sur ces sujets sont très engagés aussi. Et il faut vraiment pas hésiter du tout. Après votre autre question sur favoriser la mixité, etc. Alors il y a le sujet de l'attribution des logements, ce que nous on appelle les caléoles. Caléoles, ça veut dire les commissions d'attribution des logements et d'occupation des lieux. Et là, en fait, maintenant on a mis en place ce qu'on appelle un interbailleur, c'est-à-dire un groupe de travail, plusieurs bailleurs, pour pas que chaque bailleur fasse son truc dans son coin. Et du coup, vous avez des bailleurs qui jouent la mixité et puis d'autres qui jouent pas du tout la mixité. Là, on met tout le monde ensemble. Je vais vous donner des exemples concrets. Quand on a détruit la banane ou quand on est en train de détruire l'immeuble Rousseau, il y a des gens à reloger. Et donc là, on va
travailler avec les autres bailleurs pour permettre une bonne mixité. En tout cas, favoriser la mixité. Et du coup, on fait un peu des progrès quand même sur la mixité. Après, il faut que les communes jouent le jeu. Il y avait des communes qui, historiquement, jouaient jamais le jeu. On va le dire, par exemple, Bois-Guillaume, qui est juste à côté des Hauts-de-Rouen, pendant des dizaines d'années, refusait expressément, volontairement, la mixité. Bon, la mairie a changé en 2020, et là, maintenant, il y a des projets de mixité, et de fait, on va pouvoir construire des logements sociaux à Bois-Guillaume. Mais c'est une nouveauté. Les locataires, en vérité, ils se disent, mais même si on le dit, en fait, on a l'impression de ne pas être écouté par nos bailleurs. Et c'est souvent en fait le ressenti. Par exemple, moi, je vais vous donner aussi du concret. L'hiver 2024-2025, la majorité du temps, il manquait de l'eau chaude et du chauffage. Dans les appartements, il y avait une température de 13 degrés. Bah, pas tous les appartements et pas tous les logements quand même. Non, mais après, je veux faut pas... pas exagérer non mais plus. après, je veux pas viser parce que je comprends ce je que me vous voulez dire. restreins, entre guillemets, à parler exactement de là où c'est pour... Ah mais moi je peux Sinon, vous ça dire, serait trop facile. j'ai eu un problème, alors c'était pas cette année-là, c'était l'année précédente ou l'année encore avant, je sais plus, sur les immeubles logements sociaux du Champ de Mars. Donc là on sort de Rouen mais c'est pas très loin, près du CHU. C'était des immeubles Rouen Habitat, le chauffagiste c'est Dalkia. On avait un gros problème, je peux vous dire que c'est monté jusqu'à la patronne de Dalkia. Donc moi j'ai aucun problème à dire les choses et il faut agir. Après, c'est vrai que des fois ça prend trop de temps, je suis tout à fait d'accord. C'est pas tous les logements, heureusement, qui ont ces problèmes. Non. Mais quand il y a ces problèmes, ce que j'essaye de dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas que les locataires se sentent seuls. Il y a tous les moyens, par mail, par réseaux sociaux, via les élus, pour alerter. Et nous, on est là pour ça. On a eu une inondation dans des caves d'un des bailleurs sur les Hauts-de-Rouen, je ne vais pas donner son nom, mais c'est pas Rouen Habitat. On est intervenu tout de suite, alors que c'était pas chez nous. Et puis, il y a aussi parfois des problèmes de deal, de drogue, etc. Là aussi, quand on nous alerte, pareil, c'est pas facile, mais on le fait. Alors, ce que dit cette dame, je comprends tout à fait, mais la réalité, c'est que le quartier du Châtelet, il faut dire plusieurs choses. D'abord, c'est le quartier qui fait l'objet de le plus d'investissements maintenant. On rénove tout le quartier, d'ailleurs, vous le savez bien, ça va prendre d'ailleurs plusieurs années. Ah oui, on le sait bien, oui. Voilà, oui, mais en même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On peut aussi ne rien changer. Mais non. Bon, vous aviez des immeubles qui étaient vétustes, j'ai parlé de l'immeuble Rousseau. Bon. Deuxième chose, il faut quand même dire aussi, parce qu'on se dit les choses cash, il y a aussi des gens qui ont dégradé le Châtelet. Parce qu'en 2023, il y a des gens qui ont trouvé très malin d'aller brûler la poste, la mairie, etc. C'était tellement malin que ça a été fermé pendant des mois et que derrière, évidemment, que ça n'encourage pas le commerce. Donc moi, je le dis aussi, si vous brûlez tout et que vous dégradez tout, derrière, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait moins de commerce et qu'il y ait plus de difficultés. Maintenant, c'est ce que nous, on appelle la centralité, c'est-à-dire que le Châtelet, c'est vraiment le cœur des Hauts-de-Rouen. Donc c'est là que va se développer tout le quartier commerçant. Moi, j'ai fait réouvrir, vous le savez pour les jeunes, et ça marche très très bien, la maison du plateau. Je parlais là des salles de sport qui sont en bas du plateau, parce que vous vous souvenez peut-être que jusqu'en 2020-2021, ces salles, elles étaient fermées, et les jeunes du quartier et autour d'ailleurs n'avaient pas de salle. Maintenant, c'est ouvert. Il y a d'ailleurs le club de MMA, il y a aussi le club de judo, mais le plus développé, c'est le club de MMA, qui fonctionne très très bien. Il y a Benoît Saint-Denis qui est venu dans cette salle il n'y a pas très longtemps. On a tout remis, on a mis des agrès, on a mis des équipements pour les gamins ici. On a ouvert un nouveau centre social, qui est le centre social Diana Armengol, au-dessus en fait de ces salles, dans la même maison du plateau. On a mis en place des équipements, ce qu'on appelle maison France Service, pour tout l'accès au droit. Là, on est en train de travailler pour réouvrir tous les services qui sont liés à la Poste, la police nationale, etc., suite aux dégradations de 2023. Donc, c'est vraiment le cœur. À vrai dire, si on est complètement cash, le centre commercial qui a le plus de difficultés, c'est pas le Châtelet, c'est Lombardie. De très loin, parce qu'il y a des problèmes de deal, les immeubles verriers, etc., on le sait tous. Le centre de la Grand-Mare a eu des difficultés récemment, mais sinon il avait plutôt bien rebondi ces dernières années. Par contre là, ces derniers temps, il a eu plusieurs difficultés, vous le savez, avec les braquages sur la pharmacie et la Poste. Et le centre de Châtelet est celui qui a le plus de potentiel et le plus d'investissement. Et aussi parce qu'il est plus proche de Biorel et puis d'autres quartiers, donc il y a plus de monde qui vient. Et c'est le marché le plus dynamique, évidemment. Celui qui a le plus de difficultés, c'est Lombardie. Donc moi, je suis plutôt positif et optimiste sur le Châtelet. Par contre, je pense que sur les années qui viennent, on va avoir un gros sujet sur la Lombardie. Oui, c'est vrai que la Lombardie, comme vous le dites, en fait, elle est assez vétuste parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été rénovée. Non, mais le bâtiment, il a des désordres structurels, ça ne va pas du tout. Le Mistral a encore été braqué, mais c'est pas la première fois. Dès le début du mandat, il y avait une voiture bélier sur le Mistral. Bon, il y avait un point de deal juste à côté du kebab et de Intermed Emploi. On a réussi à fermer la partie où les gars s'abritaient, etc. Ça a été une grosse bataille. Il y a eu des dégradations au moment des émeutes de 2023 aussi, y compris dans le Mistral. Et puis de l'autre côté, vous avez la pharmacie de la Lombardie. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les 20-30 dernières années, la population, la démographie des Hauts-de-Rouen a baissé. Et donc du coup, il y avait suffisamment de monde pour, par exemple, avoir 3 pharmacies, Grand-Mare, Lombardie, Châtelet. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et même Sapin, aujourd'hui, c'est plus le cas. Évidemment, il y a un phénomène de concentration. C'est pareil pour les autres commerces, d'ailleurs. Sur la Grand-Mare, on a plutôt réussi à rouvrir des commerces, mais ça, on en a déjà parlé dans les réunions publiques. Au début du mandat, la moitié des cases de la Grand-Mare, elles étaient fermées. Vous en avez 50% de fermées. Aujourd'hui, vous en avez 90% qui sont ouverts.
Vu qu'on est en train d'aborder un peu le sujet aussi de la sécurité et du lien social, pour vous, l'idée serait quoi? De mettre que des policiers nationaux sur les Hauts-de-Rouen qui fassent des rondes, ou aborder le sujet aussi sur le plan, on va dire, social, avec du lien entre les habitants, peut-être un conseil de quartier qui pourrait être un peu représentatif pour donner la parole aux habitants, des médiateurs plus jeunes qui seront beaucoup plus proches de la jeunesse. Il y a un peu de tout ça, j'allais dire. L'erreur, c'est de penser que la sécurité, c'est que la police. C'est pas du tout ça. En fait, le premier sujet sur la sécurité, c'est la prévention. C'est d'éviter des problèmes de sécurité avant de devoir les traiter. Ça passe par l'école, l'éducation populaire, les associations, le sport, la culture, etc. Je vais parler de la police après, mais la première priorité qu'on a faite, c'est de remettre du soutien sur les structures associatives locales. Et de fait, si vous prenez le budget de la ville, il y a environ, c'est l'ordre de grandeur, 1,5 million par an, pour le soutien sur les associations qui travaillent spécifiquement sur la Grand-Mare, y compris des nouvelles qui sont arrivées pour remplacer des anciennes qui avaient disparu. Je vais donner un exemple qui est connu maintenant, c'est l'APRE. L'APRE qui est initialement d'Elbeuf, qui n'était pas présente sur la Grand-Mare ou sur les Hauts-de-Rouen, qui maintenant est présente. Et à contrario, vous avez la REG qui ne marchait plus, qui maintenant n'est plus présente. Et vous avez aussi des grosses structures qui ont plusieurs vocations. Bon, la plus connue, la plus grosse, c'est les Sapins, le Club des Sapins, qui là aussi est très soutenu. Et le premier soutien, évidemment, c'est la ville. Deuxième chose, mettre des structures, mais on vient d'en parler, publiques. Ça, c'est par exemple les centres sociaux. Il n'y avait plus de centre social, on a créé un, c'est le centre social Diana Armengol. Les médiateurs, vous l'avez dit, alors on a des médiateurs qui sont plus âgés, on a aussi recruté des nouveaux, ça c'est l'équipe de Hamidou, de Giovanni, etc. Et on est encore en train d'en créer des nouveaux. Alors ce qu'on essaye aussi, c'est d'avoir un groupe un peu plus large qui puisse agir aussi dans les relations avec d'autres quartiers, parce que par exemple, on sait que parfois il peut y avoir des difficultés avec Ramon, ou même avec Petit-Quevilly, enfin voilà. Château-Blanc, Saint-Étienne, voilà. On essaye aussi de faire un travail en commun, parce que c'est aussi important. Après, vous avez le sujet police. Alors, sur le sujet police, c'est très simple. Dans les quartiers dits de reconquête républicaine, donc ce qu'on appelle les QRR, c'est le cas de la Grand-Mare, normalement, vous avez des effectifs de police nationale qui viennent supplémenter la police municipale. En pratique, c'est très peu le cas ici, et en fait, les effectifs qui avaient été promis ne sont pas là. Il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas du tout au niveau qu'on devrait avoir. À l'échelle de l'agglo, il manque une centaine, je l'ai déjà dit publiquement, mais c'est les chiffres que m'a donné Matignon, c'est pas moi qui les ai inventés. Et si vous allez à la préfecture, ils vous le confirmeront. Si vous allez à Brizou, ils vous le confirmeront aussi. Il manque une centaine de policiers, donc ça se voit. Typiquement, quand il y a eu le braquage, par exemple, à la pharmacie, la police nationale, c'est un braquage, c'est pas la police municipale qui va arriver. La police municipale, elle n'est pas armée, elle n'est pas outillée, évidemment, pour arrêter des dealers ou des braqueurs. Elle est arrivée, mais elle est arrivée pas tout de suite. Bon, elle est arrivée relativement rapidement, mais pas suffisamment rapidement par rapport à la situation. Donc en fait, le problème, c'est qu'il manque des policiers. Et j'ajoute, le problème de ce système de QRR, police nationale, c'est que les policiers qui viennent ne sont pas du quartier, connaissent pas le quartier directement. Et donc en fait, le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des voitures de police nationale qui arrivent sur le quartier. Et ça, c'est en général assez mal vécu. Ça peut générer des phénomènes d'attroupement, des lancers de projectiles, des choses comme ça, avec la jeunesse, si les choses tournent un petit peu mal. Je sais que pour des proches à moi, pour des connaissances à moi, des fois, elles se font contrôler 10 fois dans la même journée. Alors, vous avez des équipages qui sont assez présents, donc des fois, les jeunes et la police se connaissent, mais des fois, il y a des remplaçants, entre guillemets, qui arrivent pour justement soutenir leurs collègues. Des fois, il y a aussi de la provocation. Alors, je dis pas que les jeunes n'en font pas, vous l'avez dit vous-même, que des fois, quand des voitures de police sont venues dans le quartier, elles se font caisser, tout ça, mais il y a aussi des fois les forces de l'ordre qui ne font pas forcément le job dit républicain, c'est-à-dire gardien de la paix. Ils sont plutôt dans la provocation envers les jeunes parce que ils se font contrôler 10 fois dans la même journée. Et en fait, il y a les deux phénomènes. C'est-à-dire que... Et je ne vise pas toute la police. Non, mais moi non plus. On ne peut pas viser tous les jeunes et on ne peut pas viser toute la police. Mais il y a les deux phénomènes. Vous avez des jeunes qui font n'importe quoi et vous avez aussi des violences policières. Ça existe aussi, bien sûr que ça existe. Et vous avez aussi du racisme, bien sûr, et des provocations. C'est pas tout le monde, mais ça existe, c'est vrai. Et donc c'est ça la difficulté. Moi, j'ai pas de solution miracle, mais ce que je peux dire, c'est que le fait que la police et notamment les jeunes, mais pas uniquement, se connaissent pas suffisamment, ça facilite pas les choses. A contrario, quand vous avez, parce que ça existe heureusement, des gamins et des policiers qui sont issus du même territoire, qui se connaissent pour d'autres raisons, à ce moment-là, les relations sont meilleures. C'est pas forcément parfait, mais les relations sont meilleures. Nous, on a fait plusieurs activités comme ça. On l'a fait à la Grand-Mare il n'y a pas longtemps. On fait découvrir les métiers, parce que ça peut être aussi intéressant du point de vue de l'emploi, parce que derrière tout ça, il y a quand même le sujet de l'emploi. Si vous avez un boulot, une formation, etc., le risque de problème d'insécurité, de drogue, il va diminuer. Et ça n'est pas parfait, pareil, mais enfin quand même, c'est quand même un des sujets, c'est quand même le chômage, et notamment pour les jeunes. Donc, faire découvrir ces métiers, faire découvrir la réalité du métier de la police, et puis aussi se connaître. D'ailleurs, je dis la police, mais c'est police, gendarmerie, pompiers, etc. Et quand ça fonctionne, ça donne des résultats qui sont intéressants. Et c'est pour ça que je trouve que le système QRR, etc., il n'est pas terrible, parce que ça crée une distance et donc une barrière entre d'un côté
la police professionnelle, disons, et la jeunesse de l'autre. J'ai une phrase pour conclure cette thématique, je pense que vous devez vous en souvenir. En 2002, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, a dit « La police n'est pas là pour jouer au foot avec les jeunes ». Pensez-vous que maintenant, en 2025, cette phrase n'était pas regrettable? Je pense que, en fait, évidemment, il a utilisé une formule pour dire que le rôle premier de la police, c'est pas de marquer des buts. Oui, évidemment. Mais c'est idiot comme phrase. Pourquoi? Parce que, en vrai, quand vous avez des moments, comme par exemple un match de foot, où vous faites du mélange, où les gens sont sur un pied d'égalité, apprennent à sortir des a priori, parce qu'on a tous des a priori, en fonction de votre couleur de peau, de votre quartier, de votre travail, vous allez vous dire, bon voilà, on a tous, moi le premier, ce serait vraiment très malhonnête de dire le contraire. Mais quand vous avez des lieux comme, par exemple, le sport est très bon pour ça, qui permettent de sortir des a priori, en général, les gens ne sont pas tous des psychopathes, si vous me permettez d'être un peu direct. Voilà. Ils apprennent à se connaître et en général, ça donne plus de mixité et ça diminue les tensions. Sachant que si on revient un peu sur le lien social et après on va passer à l'autre thématique, la mixité sociale, à l'époque, il y a moins de 30 ans, les policiers et les habitants habitaient ensemble dans le même quartier. C'est ce que je veux dire, c'est que je pense que le fait de mettre des distances, ça facilite pas les choses. Vous voyez, je vais donner un autre exemple. On a fait le trophée Déo, qui est un grand moment sportif avec les jeunes, qui a vachement bien marché. On l'avait fait sur les terrains, là, juste à côté. À un moment, il y a eu un problème de sécurité. Il y en a même eu deux. Il y a un quad qui est arrivé, et il y a un type qui est arrivé avec un, même deux couteaux. Bon. Ça a été pris en charge par qui? Par les médiateurs de la ville, du centre social, qui avaient organisé en fait le trophée. Je pense que c'était très bien que ce soit ces personnes-là qui ont agi de manière très professionnelle, parce que elles étaient parfaitement légitimes, connues du quartier, etc. Et donc, je pense que si ça avait été géré différemment, par une forme plus officielle, la police, etc., ça aurait peut-être donné un autre résultat. J'en suis pas certain. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand il y a un lien, en général, ça fonctionne mieux. Là, c'est sûr que la Grand-Mare a été meurtrie et un peu traumatisée ces derniers mois parce qu'il y a eu plusieurs braquages. Ça allait plutôt mieux ces dernières années. Si vous regardez, que je disais, sur les commerces, c'était vide, c'est plus rempli. On avait plutôt moins de problèmes. On a vu des problèmes sous le Porsche qui avaient été plutôt résolus. On avait un problème avec le tabac, à l'époque où c'était Monsieur Cheval qui le tenait, parce qu'il était vraiment alors là complètement noyauté. On l'avait plutôt résolu, donc c'était plutôt un peu mieux. Et on avait mis des nouvelles activités du côté du centre Malraux qui fonctionnaient plutôt mieux. Je précise d'ailleurs qu'on a créé un nouveau centre de musique, un conservatoire de musique avec une antenne sur Malraux qui n'existait pas avant. Donc c'était plutôt mieux. Et puis là, on a eu, il faut le dire, une série. Alors en plus, l'effet série est très mauvais parce que vous en avez un, puis deux, puis donc évidemment c'est traumatisant. Les employés de la Poste qui voulaient pas réouvrir, bon maintenant heureusement, moi j'ai dû appeler à très haut niveau à la Poste pour essayer d'aider, bon voilà. Et en même temps je comprends les employés, on ne peut pas forcer les gens à aller travailler s'ils sont traumatisés. La question c'est, à 10 ans, moi je suis optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a du renouvellement urbain. Si on raisonne à 10 ans, vous avez des nouveaux habitants, un renouvellement et une mixité plus grande, donc ça c'est bien. Les commerces commencent à revenir, même si ça reste très fragile, mais il faut continuer. La Grand-Mare a beaucoup d'atouts en réalité. On va mettre de nouveaux équipements, notamment la piscine, qui est un énorme équipement. Et pour le sport, il y a plusieurs travaux qui sont en cours, notamment des nouveaux terrains pour les sapins. Et puis, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les écoles. Donc quand vous rénovez des écoles et que vous créez des écoles, plus les établissements d'enseignement supérieur, le CFA, etc. Donc je suis plutôt optimiste. Mais à 10 ans, et il faut être sérieux, aujourd'hui on a un gros problème. Et donc on va mettre encore des nouvelles caméras, on continue de mettre la pression sur la police, et on continue de soutenir les associations et la prévention spécialisée, et on recrute des nouveaux médiateurs. Donc à court terme, c'est très dur. À 10 ans, si c'est ça la question, je suis plutôt optimiste. Comment la mairie, depuis 2020, elle accompagne mieux et elle encourage les associations? D'abord, il y a une question de budget. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, le budget pour les associations, c'est de l'ordre de 5-6 millions d'euros. Il faut se rappeler, début du mandat 2020, pandémie, confinement, plein d'associations souffrent parce qu'évidemment, moins de cotisations, moins de membres, moins de participation. Nous, on a fait le choix, on n'est pas les seuls, mais on a fait le choix de maintenir tous les subventionnements et on a continué. Et du coup, si vous regardez tout simplement le budget associatif, c'est Emmanuel Labbé, l'élu en charge des associations dans notre équipe. Vous verrez, vous pouvez vérifier, 2020, 2021 jusqu'à maintenant. Il n'a jamais baissé, il a même augmenté. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on flèche sur certains quartiers qui en ont plus besoin parce qu'il y a un tissu associatif plus fort. Ce qui est intéressant, c'est que sur les Hauts-de-Rouen, pas que la Grand-Mare, sur les Hauts-de-Rouen, vous avez pas mal d'associations et certaines sont vraiment très importantes. J'en ai cité une qui est vraiment très connue, c'est les Sapins. Et les Sapins, c'est pas que du foot, c'est aussi de l'éducation, il y a beaucoup de choses autour. Il y en a d'autres, par exemple le basket a eu beaucoup de difficultés.
parce qu'ils ont eu des problèmes de gouvernance, ils ont changé de président plusieurs fois, il y avait Blaise Gacora qui s'en était occupé, et puis après il y avait des jeunes, enfin bon. Ça commence à aller mieux, et donc il faut continuer de les soutenir. Bon, eux, ils ont une attente d'équipement, parce que le problème, c'est qu'ils sont sur des terrains et des parquets qui sont un peu vieux. Et donc, après la piscine, c'est la deuxième priorité. Et aussi les terrains des sapins, c'est la deuxième priorité. Autre exemple, tout ce qui est soutien aux associations sociales. Donc ça, c'est mixité, idéo, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a vraiment un gros tissu. Et puis, je vous dis, sur les 6 millions, vous avez 1,5 million pour des associations qui sont actives sur les Hauts-de-Rouen. Si vous faites la proportion 1,5 million sur 6 millions, donc ça fait à peu près 25%, vous n'avez pas 25% de la ville qui habite sur les Hauts-de-Rouen. Donc ça veut dire que c'est une proportion qui est plus forte. Donc c'est une proportion qui est plus forte. C'est voulu, et c'est parce qu'on pense que c'est utile. Ensuite, les associations, il ne faut pas non plus raconter des blagues. C'est pas juste une question de budget, c'est une question d'engagement bénévole. On allait y venir, mais voilà. Il faut favoriser l'engagement citoyen, et ça, on ne peut pas le faire à la place des gens. On sait qu'il y a certaines associations qui ont des problèmes là-dessus parce qu'elles ont des problèmes à trouver des bénévoles. Surtout, en fait, c'est souvent le problème, c'est surtout de trouver des bénévoles jeunes, parce qu'en vérité, beaucoup de personnes, soit à la retraite ou soit allant à la retraite, s'engagent, il faut le dire, mais la jeunesse a du mal à s'engager dans la vie associative. Je parle pas des militants politiques qui, eux, c'est autre chose, mais vraiment les jeunes, que ce soit par un projet associatif culturel ou social, ils ont du mal à y aller parce que peut-être aussi que l'école républicaine n'a pas instauré ça dans leur esprit en disant vous pouvez aussi vous engager, vous, citoyens ou futurs citoyens, dans la vie associative de votre ville, de votre quartier. Alors, c'est vrai, après, je dirais ça un peu différemment. Je pense que chez les jeunes, il n'y a pas le même type d'engagement. Mais il y a quand même de l'engagement. Il va être peut-être plus ponctuel sur un événement ou sur une cause. La difficulté, c'est quand vous demandez un engagement dans la durée, de façon plus classique, sur une association avec l'assemblée générale, le membre du bureau, le truc. Bon, là, ça peut rebuter des jeunes. Mais en vrai, vous avez plein de jeunes qui participent à des actions. Moi, je vois les jeunes, par exemple, qui s'occupent du basket, ils sont formidables. Je vois des jeunes qui s'occupent du club des sapins de foot, ils sont vachement bien. Vous avez des jeunes sur le quartier ici qui font d'autres activités sociales. Je vous ai parlé du MMA tout à l'heure. Chacun a sa personnalité. Je dis pas que c'est parfait, mais franchement, ils se bougent, quoi. Et donc, alors, ils le font peut-être de manière plus ponctuelle, mais ça donne des résultats. Et puis, bien sûr, vous avez la radio HDR, mais je vais pas vous faire de la pub sur votre antenne. Oh, mais vous pouvez, nous, on aime bien prendre des fleurs. Non, mais c'est vrai que la radio HDR, c'est emblématique. Elle est présente depuis très longtemps et on continue. Et là aussi, il faut pas le cacher, il y a eu des difficultés et on continue de soutenir. Concernant le contrat de ville, pour vous, quelles sont les choses à améliorer justement entre le contrat de ville et les associations ? C'est trop compliqué. Trop compliqué ? Oui, je suis très critique sur les politiques publiques globales. Enfin, je suis très content du contrat de ville qu'on fait, c'est pas ça. Mais je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus simple sur tout ce qui est rénovation urbaine, contrat de ville, QPV, etc. Enfin, franchement, pour la mairie, c'est une galère parce qu'on attend l'argent qui ne vient pas, il faut attendre des années. Bon. Surtout qu'en plus, en ce moment, avec le problème à l'Assemblée nationale, question de budget. Alors, voilà, plus, c'est ça, on est tributaire des évolutions. Je ne fais pas faire de politique, mais c'est vrai que dès que vous avez des changements, des incertitudes au niveau national, du coup, ça a des conséquences, ça retarde, ça rallonge, enfin bon. Et puis, pour les associations, c'est quand même, souvent, c'est un peu trop bureaucratique. Faire un dossier, un autre dossier, une évaluation et tout ça. C'est surtout qu'en fait, c'est long, quoi. Le problème, c'est que quand on répond à une demande de subvention ou un appel à projet, en général, on est obligé de remplir plusieurs documents pour plusieurs organismes différents, alors qu'en vérité, le plus simple serait de répondre en un seul document qui serait transféré à tout le monde et déjà, ça enlèverait beaucoup de charges de travail pour les personnes chargées de projet. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a des choses simples qui peuvent être faites. Vous voyez, par exemple, sur la ville, là, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a passé les délibérations pour donner l'argent aux associations plus tôt dans l'année. C'est tout bête, mais le fait d'avoir le budget plus tôt dans l'année, déjà, ça fait une avance de trésorerie et c'est mieux que de le recevoir trop tard. Et ça permet aux associations justement d'avoir une vision entre guillemets sur l'année. Voilà. Parce qu'en général, vous avez un versement d'une certaine proportion en début d'année, puis une autre proportion un peu plus tard, etc. Là, on a augmenté la proportion en début d'année. Donc pour nous, c'est un peu plus lourd budgétairement, mais pour les associations, c'est un peu plus léger budgétairement. Pour vous, pourquoi les personnes issues des quartiers ont du mal à s'engager soit dans la vie associative ou soit dans la vie politique ? Je ne sais pas si elles ont du mal. Le problème de l'engagement, il est général. C'est que souvent, les gens pensent que l'engagement ou l'engagement politique, mais l'engagement au sens plus général, il n'est pas fait pour eux, c'est pas pour eux, etc. Alors qu'en fait, c'est réservé à tout le monde. Par exemple, être élu, c'est pas un métier. Vous pouvez avoir n'importe quelle formation, n'importe quel âge, enfin à partir de votre majorité bien sûr, mais au contraire, le principe démocratique, c'est ça. Moi je dis toujours, si vous vous occupez pas de politique, la politique elle s'occupe de vous. Si vous n'allez pas voter déjà, et si vous vous intéressez pas à tout ça, il faut pas s'étonner qu'il y ait des choix qui soient faits, qui soient pas forcément ceux que vous voudriez. Il ne faut pas hésiter à s'engager, c'est pas forcément être élu. S'engager, ça peut être d'une autre façon, via des associations par exemple, ou aussi via l'engagement. Moi je connais des gens qui sont issus de quartiers, qui ont monté leur boîte.
par exemple, l'entreprise s'appelle Sans Détour, si vous connaissez, qui fait du transport de matériel médical, de sang, etc. Son patron, je ne veux pas donner son nom, mais son patron, qui est d'ailleurs un de ses fils qui est joueur au club de basket de Rouen Métropole Basket, qui est un super joueur, très prometteur, il est issu des quartiers, il s'est engagé aussi pour aider. J'ai cité tout à l'heure des commerçants du quartier qui aussi jouent le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Le club des sapins, il est sponsorisé par l'Armitière, hein. Les filles des sapins au foot, sur leur maillot, il y a l'Armitière, qui est la grande librairie de Rouen, qui a priori n'est pas spécialement directement liée aux filles qui jouent au foot sur les Hauts-de-Rouen. Moi, je trouve ça très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout attendre du public. Et il ne faut pas tout attendre de la mairie, il faut que tout le monde joue le jeu. Voilà. Donc la mairie, elle doit faire son job, elle doit être très présente, mais il faut aussi que tout le monde... Voilà. Et c'est vrai dans tous les domaines. Donc ce que je voudrais dire, moi, c'est que sur l'engagement, on a besoin en fait de montrer que c'est possible. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai demandé aux équipes qu'on reçoive beaucoup plus de stagiaires de 3e et de seconde. Parce que maintenant, il y a aussi des stages en seconde. Issus des quartiers, des QPV. Au début, on m'a dit « Ah, mais c'est pas possible, ça va être compliqué et tout ». J'ai dit « Arrêtez, c'est 1 semaine le stage de 3e, on va y arriver quand même ». Ensuite, on m'a dit « Oui, mais ils connaissent pas, ça va être compliqué ». C'est un peu vrai, mais c'est justement l'intérêt. Et du coup, vous avez des gamins de 3e qui découvrent la mairie, les métiers de la mairie, parce qu'il y a plein de métiers à la mairie, évidemment. Les métiers du droit, les métiers sur l'économie, sur la culture, sur le sport, sur l'urbanisme, sur la vie associative. Tous ne vont pas aimer. Il y a des gamins qui vont détester. On dit qu'est-ce que je fais là ? Bon, ok, mais c'est qu'une semaine, c'est pas grave. Et puis il y en a qui vont se dire, c'est intéressant. Peut-être que je pourrais demain devenir juriste, architecte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ouvrir le champ des possibles. L'engagement, c'est ça. C'est ouvrir le champ des possibles. Je comprends, mais vous savez, quand le président de la République a dissous l'Assemblée nationale, les habitants ont ressenti une peur parce qu'il y a eu une montée de racisme, de haine de l'autre, anti-LGBT, etc., en fait, qui s'est développée parce qu'on pensait que l'extrême droite allait gagner et que du coup, les électeurs se sont rendus compte qu'ils avaient une carte et qu'ils pouvaient changer les choses. C'est la première fois à Rouen qu'un candidat d'extrême droite passe au second tour. Mais il ne faut pas laisser le terrain. Il ne faut pas laisser le combat. En fait, si vous laissez les élections que aux électeurs de l'extrême droite, qui est-ce qui va gagner ? C'est l'extrême droite. C'est simple. C'est pour ça qu'il faut absolument s'en emparer. Moi, je suis très fier que Florence Héron-Léoté soit élue. Mais la vérité, c'est que partout en France, l'extrême droite a progressé. Et aujourd'hui, elle est favorite sur les élections. Si on parle d'élection présidentielle, c'est même la première fois dans l'histoire de France que l'extrême droite est clairement favorite pour l'élection présidentielle. Et vous voyez très bien ce que ça déchaînerait dans la société en termes de haine de l'autre, en termes de violence, en termes de tension. Comment est-ce qu'on peut barrer la route à ça ? Justement par l'engagement et puis aussi en sortant des stéréotypes. Je veux dire, il y a plein de jeunes ou de moins jeunes. Une des dernières fois où j'étais sur le marché du Châtelet, j'ai une dame, vous savez, excusez-moi, je vais parler un peu trivialement, mais une petite mamie voilée qui vient me voir, très gentille, on parle, on se connaît depuis déjà un certain temps, et puis elle me dit « Ah oui, j'ai un problème, j'ai ma fille, elle ne trouve pas de stage, vous pourriez l'aider et tout ». Je dis « Bah oui, dites-moi son nom et tout ». Sa fille, elle fait ses études à Henri IV. À Henri IV, c'est une des prépas les plus prestigieuses de France, à Paris. Et elle ne trouvait pas un stage pour plein de raisons. On l'a aidé, je ne dis pas qu'on a une formule miracle, mais on l'a aidé à trouver un stage. Ce que je voulais montrer par cet exemple, ce n'est pas que la mairie l'a aidé et ça, c'est que tout le monde ne sait pas qu'il y a des jeunes issus des Hauts-de-Rouen qui sont à Henri IV. Voilà. Oui, ça, et qui montent leur boîte, et qui font des études brillantes, et qui vont exceller dans le sport, dans la culture, dans l'économie. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. Quand on a présenté la piscine, le concours d'architecte, moi j'ai demandé à l'architecte, c'est un architecte prestigieux de Paris, il s'appelle Marc Mindram, je lui ai dit, on va faire la conférence de presse sur les Hauts-de-Rouen, à côté de l'endroit où il y aura la piscine. Et dans la salle, il y avait des gamins, des écoles et du centre de loisirs des Hauts-de-Rouen. L'architecte, il était un peu surpris. Puis après, il a compris. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois peut-être dans la vie de ces jeunes qui verront un architecte et qui verront que c'est possible de devenir architecte, même si vous êtes issu de tel ou tel quartier. Il ne faut pas particulariser. Il faut au contraire montrer que tout est possible. Mais je sais, je ne suis pas naïf. Je sais bien que c'est difficile. Je sais qu'il y a du racisme. Je sais qu'il y a de la discrimination. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui en ont envie et qui ont envie de montrer que c'est possible. Nicolas Maillard-Rossignol va-t-il se représenter en 2026 ? Je ne sais pas encore. Ce n'est pas décidé. C'est probable, pour des raisons de projet. Vous voyez, par exemple, la piscine, j'aimerais bien l'amener à son terme, si je prends juste ce sujet-là. Et il y en a plein d'autres, mais c'est pas encore décidé. Et votre sentier, ça va comment ? Ça va bien, ça va bien. Je suis bien suivi au CHU. J'ai des examens bientôt, là, le 19 mai.
j'ai la chance d'être bien suivi, donc c'est contraignant parce que j'ai un traitement et tout ça. Mais je suis pas à plaindre du tout, hein. Je suis un cas très très banal. Comme plein de gens, il faut pas que ce soit tabou, c'est tout. Donc moi je préfère en parler, voilà. Et il y a plein de gens qui sont malades, hein, et qui sont dans des situations bien pires que moi. Il faut pas se cacher. Après chacun fait comme il veut, mais ce que je voulais dire à travers ce message, c'est que moi j'aime pas quand on fait semblant que tout va bien, que les élus c'est des espèces de super-héros sur qui tout glisse. C'est pas vrai du tout. On est vulnérable et ça fait partie de l'humanité. On est tous des êtres humains, voilà. Eh ben, merci d'avoir joué le jeu, merci de nous avoir donné du temps. Je vous en prie. Puis, Merci bonne de votre continuation invitation. pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup.